Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, un invité que vous connaissez peut-être si vous me suivez déjà depuis quelques années, Pascal Bouchet, alchimiste. Aujourd'hui, il va nous parler donc de l'alchimie individuelle et l'alchimie donc de groupe. Il va nous en parler un petit peu plus. Il était déjà venu effectivement faire une émission sur l'alchimie et le chamanisme, la magie de l'alchimie et aussi le tarot alchimique. Donc c'est la 4e fois que j'accueille Pascal aujourd'hui. Je suis vraiment très content de te recevoir. Comment vas-tu, Pascal? Ah, très bien. Bonjour Alexis. Très très bien. Je suis très content de pouvoir venir pour ce 4e volet, c'est ça? Oui, on va dire ça, oui. 4e volet sur l'alchimie pour pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire on parle souvent, je vois, d'alchimie, c'est quelque chose de très personnel, on voit, très individuel, on a tous l'image du vieux alchimiste qui œuvre dans sa cave, caché comme ça, et puis dans le secret, dans l'isolement, un peu ermite sur les bords, voilà. Donc on a l'impression de voir une démarche extrêmement individuelle, et là j'aimerais parler un petit peu de l'alchimie collective, voilà. Donc, d'autant plus qu'elle est d'autant plus d'actualité qu'avec l'avènement de l'ère du Verseau, nous allons voir que cette alchimie s'impose plus que jamais. C'est important. C'est une période de transformation et justement l'alchimie est l'art des transformations. Oui, en ce moment, on a beaucoup de transformations en fin d'année 2019. On en reparlera peut-être lors d'une émission. Et beaucoup de chamboulements pour le bien et pour le moins bien. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on peut te présenter également un petit peu, Pascal. Qu'est-ce que tu as dans disons, ta petite poche d'ermite? Qu'est-ce que tu proposes, mis à part ces belles conférences que tu nous proposes sur les sentiers du réel? Oui. Alors voilà, j'ai 2 casquettes d'abord. Je suis donc formateur et conférencier, donc je donne des formations sur l'ésotérisme alchimique à travers ce que j'appelle l'alchimie et la voie intérieure. Une alchimie qui a été un petit peu trop méconnue en Occident, bien qu'elle soit connue en Orient, elle ne l'est pas beaucoup en Occident, qui est l'aspect intérieur de ce qu'on appelle l'art des transmutations métalliques. Et d'ailleurs, à travers mes cours, je montre le rapport entre ce qu'on appelle le laboratoire alchimique métallique et le laboratoire intérieur dans lequel l'alchimiste va œuvrer. Et nous verrons d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne, que les alchimistes étaient tous, non pas spécialement des métallurgistes, mais certainement étaient tous des astrologues, des kabbalistes, des théurges, avaient une grande connaissance de l'occultisme, et sans parler des religions et des mythologies qu'ils maîtrisaient sur le bout des doigts. Et donc, on voit qu'à travers l'allégorie des transmutations métalliques, nous enseignait ni plus ni moins ce qu'on appelle les mystères des transmutations de l'âme. C'était des mystères qui étaient enseignés justement dans les écoles des mystères, à savoir que ce soit des mystères, des écoles des mystères grecques, perses, indiennes et surtout égyptiennes, soit les mystères d'Isis, les mystères d'Élusis en grec, les mystères de Mitra en perse ou les mystères de Dionysos qui nous viennent de l'Inde, des tantristes. Ces écoles des mystères enseignaient quoi? L'art délicat des transformations, l'art délicat des métamorphoses. On verra certains hermétistes qui emploient le terme de métamorphose, comme Ovide chez les Romains, une métamorphose de l'œuf. Et puis, cet art délicat de métamorphose arrivera donc en Occident. Cet enseignement, donc, sur le très délicat, la très délicate science de transmutation appliquée à l'être humain, eh bien, nous voyons que l'alchimie reprendra de haute volée et perpétuera ses enseignements sans trahir le secret. Alors, pourquoi, déjà, on pourra me dire pourquoi le culte du secret, d'abord, pour commencer. Parce que tout simplement, ces enseignements ne s'adressent pas au mental et encore moins à l'ego. Les alchimistes, comme tous les hermétistes et a fortiori tous les initiés, les grands maîtres, savaient parfaitement que l'être humain, celui qui règne dans la conscience de l'être humain, on retrouvera d'ailleurs par exemple dans les évangiles sous le terme du prince de ce monde, cet ego, cette conscience égotique qui est liée vraiment au mental, n'est pas notre vrai moi. Alors, évidemment, il a quand même une fonction. Il faut arrêter de le diaboliser. C'est vrai que moi, j'ai tendance, comme ça, dans ma manière de parler, les gens croient que je diabolise le mental, que je diabolise l'ego, que c'est une immonde créature qu'il faut absolument tuer, faire disparaître, éparpiller. Alors que pas du tout. C'est un outil. Simplement, l'ennui, c'est que cet outil a pris la place de celui qui régente tout.
hein. Et donc, il est temps maintenant que, à travers l'art des transmutations, qu'on apprenne à se découvrir qui nous sommes réellement en dissolvant, encore un terme chimique, en faisant disparaître cette illusion de ce que l'on croit être, qui nous emprisonne dans une image figée de nous-mêmes, qui nous empêche d'évoluer d'abord, hein, soyons honnêtes, parce qu'on a beau grandir, devenir plus mature, mûrir, et puis avoir des cheveux blancs, et puis perdre des dents, et puis vieillir, puis finalement pas mourir. Malgré toutes ces transformations comme ça physiques, généralement, moi je vois des gens qui arrivent dans le cimetière, hein, suite à un trop grand âge, n'est-ce pas, donc qui meurent de vieillesse, qui sont toujours les mêmes. Quand ils ont les mêmes complexes, hein, des complexes d'Oedipe, ils ont toujours là ça en eux-mêmes, ils n'ont toujours pas résolu. Il y a toujours le bébé qui est en eux, qui n'a pas évolué, avec toujours cette image fixe d'eux-mêmes. Donc évidemment, l'art des transmutations est un art très délicat, parce qu'on va faire tomber cette image illusoire de nous-mêmes, cette apparence extérieure, cet ego, donc. Certains emploient le terme de personnalité, parce que personnalité vient de persona, masque, vous voyez, qui certes est un support utile, hein, attention, hein, mais est un support passager. L'ennui, c'est que le support ne veut pas mourir. Donc, on va passer par l'art des transmutations, on va mourir à l'illusion de ce que l'on croit être, pour apprendre petit à petit à se découvrir qui nous sommes réellement. Voilà en quoi consistaient les terrifiants mystères, hein, mourir à l'illusion de ce que l'on croit être pour renaître à ce que nous sommes réellement profondément. Alors, je pose vite ce prorata, hein. Là, on est vraiment dans l'alchimie individuelle, on n'a pas encore abordé l'alchimie collective, mais il est important de venir là-dessus. Je parle toujours des bases qui sont toujours les mêmes, des principes hermétiques, etc. Et on comprendra pourquoi, après, il y a un lien avec le collectif. Tout d'abord, il est important de dire justement qui est ce nous-mêmes. Parce que ce nous-mêmes, on peut dire ce que l'on veut, c'est peut-être le fruit d'une culture, d'une hérédité, d'une éducation, d'un milieu, etc. Bon, d'une profession, etc. Mais ce n'est pas nous. Et ce que nous croyons être nous n'est vraiment vraiment une réelle illusion. Je dirais un petit peu que l'ego a comme rôle, il a comme été mis là par la nature, hein, attention, hein, le mental, pour faire office de régent. Vous savez, quand il y a un royaume, hein, bon, bah, le roi il est trop petit, hein, il est tout juste né, il n'est pas encore né, vous voyez, un peu, il n'est pas apte à gouverner, donc on met un régent, hein, dans le royaume, hein, pour maintenir les affaires du royaume en attendant que le roi soit un peu apte, hein, à devenir conscient et capable de gouverner. C'est un peu ce qui se passe en nous-mêmes dans notre histoire, c'est-à-dire quand on s'incarne, notre partie réelle, ce que nous sommes réels, qui est finalement le roi de notre microcosme, c'est-à-dire ce corps, et toute cette conscience qui est en nous-mêmes. Ce roi-là est à l'état de bébé, hein, ou à l'état de graine même pour certains, même à l'état de fœtus pour d'autres. Et il faut attendre qu'il naisse, qu'il grandisse et qu'il un jour soit apte à reprendre son pouvoir. En attendant, le régent gouverne. Alors, on peut le voir de deux manières, hein. Soit on peut considérer que le régent ne veut absolument pas lâcher son pouvoir, que quand le roi grandit, il fait tout en sorte pour foutre en tôle, pour l'enfermer, etc., pour l'empêcher de gouverner. Ça, c'est la version un petit peu ténébreuse des choses, mais je pense aussi qu'il y a une autre vision qu'on peut avoir. On peut se dire finalement, tant qu'en nous-mêmes, le petit roi ne s'est pas éveillé, et continue à roupiller ce qui est, eh bien, il est normal que ce soit le régent qui règne. Hein, et donc, on a beau se plaindre de l'ego, et peut-être que l'ego se laisserait un petit peu plus faire et serait plus malléable, plus souple, s'il avait en face de lui un véritable roi. Hein, ce qui n'est pas encore le cas. Non. En tout cas, quelles que soient les choses, il nous faut bien travailler à éveiller cet esprit qui est en nous-mêmes, qu'on représente par le roi, parce que voilà, nous sommes un petit royaume quelque part en nous-mêmes, hein, et arriver à éveiller cet esprit qui est en nous-mêmes réellement, pour qu'un jour il puisse gouverner. Et c'est lui, une fois qu'il gouvernera, c'est lui qui maniera notre destin, qui prendra le destin en main. Hein, et nous ne serions plus ballottés par les aléas de la vie, les humeurs, le bien, le mal, la souffrance, la joie, la peur, la colère, toutes ces choses-là qui nous manipulent complètement à notre insu, que notre ego ne maîtrise absolument pas d'ailleurs,
et que seul notre esprit pourra un jour gouverner. Parce que toutes ces forces apparemment chaotiques, chthoniennes, sont des richesses absolument incroyables, sont des énergies absolument nécessaires pour notre laboratoire alchimique, pour apprendre à grandir, à devenir puissant et à pouvoir un jour retrouver notre pouvoir réel. Voilà. Alors, que dire encore par rapport à cela, hein, regardez vous-même, qui sommes-nous réellement? Parce que voilà, je vais vous montrer à quel point on se trompe sur ce qui on est. Je le dis maintenant de plus en plus dans toutes les conférences, les cours, mais c'est important de le rappeler. Qui a fabriqué votre corps? Aucun maçon n'est venu armé d'une truelle pour assembler vos molécules, pour forger votre ADN, pour fabriquer les cellules, pour les assembler, pour faire des organes. Aucun maçon n'est arrivé extérieurement. Alors vous allez me dire, c'est la mer qui a forgé. Non, pas du tout. La mer a donné les éléments, hein, donc les matériaux bruts, hein, avec évidemment l'héritage génétique quand même qui était là, avec des plants. Mais qui a assemblé? C'est la vie de l'embryon. C'est la vie de l'embryon qui a fabriqué le corps. Donc, le développement de l'embryon, la propre vie de cet embryon a été capable de fabriquer cette chose extraordinaire qui est un corps humain. Et le corps humain, c'est pas rien. Je veux dire, c'est quand même des milliards de cellules, c'est des milliards de neurones, sans même parler de l'ADN, sans même parler de toutes ces molécules qu'on a assemblées. D'ailleurs, dans la tradition hermétique, l'homme est un microcosme à l'image du macrocosme. Alors, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes dans l'infiniment petit, évidemment, à l'image de l'univers de l'infiniment grand. Ça veut dire que toutes les structures extraordinaires, ce temple qui est en nous, nous avons fabriqué notre propre maison, eh bien, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Ou imaginez le savoir que ça impose. Hein, parce qu'actuellement, avec tous nos grands savoirs universitaires, etc., et toute notre mécanique, nos usines, notre informatique, nous serions incapables de refaire, de recréer, de fabriquer un corps humain vivant, je crois, qui soit capable d'être vivant. Donc, notre vie, qui est certainement beaucoup plus nous-mêmes que notre pensée, on croit que nous-mêmes c'est nos pensées, mais non, c'est notre vie. C'est ça qui nous caractérise. Qui sommes-nous? Nous sommes la vie qui est en nous-mêmes, est détentrice de ce savoir incroyable, hein, que l'on attribue, voilà, que l'on attribue à la nature, aux autres, mais c'est nous-mêmes, notre propre vitalité, c'est cette partie de nous que l'alchimiste va essayer de retrouver, de mettre en avant, pour qu'il puisse redevenir maître de son royaume. Voilà. Donc ça, c'est très important de le noter, de le mentionner. C'est cela que les écoles des mystères vont apprendre à nous faire découvrir, d'une part à faire découvrir, mais ensuite, c'est pas tout. D'éveiller ce roi, après il faut le mettre dans son royaume, il faut lui donner les pouvoirs d'action. Hein. Voilà, alors ce travail-là est important parce que les alchimistes qui se réclamaient d'Hermès, puisqu'ils se disaient eux-mêmes hermétistes, n'est-ce pas, se réclamaient donc d'Hermès, et donc les principes de base de l'hermétisme sont d'abord la cosmogonie. La cosmogonie, je reviens toujours dessus, hein, je voudrais vraiment que les internautes me pardonnent mes radotages incessants. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, les fondements, j'y reviens toujours. Parce qu'après, on extrapole et on part sur des champs d'application. Là, il faut comprendre que ces réitérations incessantes ont une raison. D'ailleurs, l'hermétisme fonctionne ainsi par réitération. Donc, prenons cette base de fait que les hermétistes considèrent dans la création de l'univers, hein, et elle est importante puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme. Vous comprenez bien que si on parle de la création de l'univers, on va parler de notre création. Donc au départ, il y avait une pure lumière divine, vivante, une lumière vive, infinie et éternelle. Mais sous l'action d'un mystérieux agent, que l'on va appeler Dieu, Dieu le feu, Brahma, Allah, El, Yahvé, le grand Manitou, bref. Sous l'action de ce mystérieux agent, hein, les alchimistes vont l'appeler Dieu le feu, hein, sous l'action de ce mystérieux agent, cette pure lumière divine s'est condensée peu à peu jusqu'au plan le plus dense qui puisse exister de la matière, enfin que l'on connaisse ici-bas de la matière, à savoir le règne minéral. Bon. Alors évidemment, les astrophysiciens pourront dire que les trous noirs sont encore plus denses. Bon, mais là, on est sur Terre, nous. Donc, jusqu'au plan le plus dense qui puisse exister, qui est le règne minéral. Et c'est ainsi qu'en se condensant, cette pure lumière a donné naissance à l'univers matériel, physique, dense, tel que nous le connaissons, tel que nous pouvons le voir, l'appréhender autour de nous. Donc, vous comprenez donc que du coup, l'univers étant ainsi représenté,
nous-mêmes, nous sommes le fruit de cette pure lumière divine, infinie, éternelle, immortelle, qui, sous l'action d'un mystérieux agent, s'est condensé peu à peu pour donner naissance à ce microcosme qui est ce nous-mêmes, ce bonhomme, jusqu'au règne le plus dense, à savoir le système osseux, qui est en nous-mêmes. Voilà. Alors, cela est important parce que ça nous remet sur le plan de qui est ce nous-mêmes. Vous voyez? Alors, il y a deux choses. Il y a cette lumière divine, infinie, éternelle et tout, qui a fabriqué l'univers tout entier et qui a fait exactement la même chose en nous-mêmes. Qui a fabriqué ce microcosme. Première chose. Donc, c'est ça que les alchimistes vont essayer de retrouver, nous-mêmes, et de remettre sur son trône. Mais aussi, il y a ce mystérieux agent. Donc, à part qu'il soit mystérieux, cet agent-là, eh bien, autant il y a un mystérieux agent qui a condensé, qui a donc fabriqué l'univers tout entier. Certains disent que comme il a coagulé cette pure lumière, on l'appelle le ciment de l'univers. Les chrétiens vont le représenter par l'agneau, les alchimistes par le feu. Vous avez remarqué que c'est avec le feu qu'on fait cuire les briques, c'est-à-dire la terre qui était molle, on va la durcir en la passant par le feu. On est de même des poteries, des faïences, etc. Donc ce feu qui a coagulé l'univers, ce ciment de l'univers, les alchimistes appellent Dieu le feu, mais on le retrouve en nous-mêmes. C'est de lui dont je voulais vous parler à travers le roi Tolèque, le petit roi, qui est enterré, parce que le problème, c'est que quand ce feu s'est condensé, de plus en plus, il s'est trouvé emprisonné dans sa matière. On dit qu'il est mort, on le représente par Osiris enfermé dans son sarcophage, dans une grotte souterraine, qu'il va falloir réveiller, libérer. Eh bien, on le retrouve en nous-mêmes à travers ce petit roi qui est enterré. Les alchimistes l'appellent le soleil terrestre ou le soleil souterrain. Et c'est lui qui possède tout le pouvoir, le véritable pouvoir et la connaissance qu'il y a dans notre microcosme. Alors, quand on lit les textes comme hermétiques, comme par exemple la Genèse, qui est un texte hermétique comme beaucoup de textes sacrés, réellement initiatiques, pas des trucs de prêchi-prêcha, mais des vrais textes hermétiques, et bien, la Genèse en est un, bon, il y en a d'autres, la Bhagavad Gita, même le Coran est vraiment basé sur des connaissances dont c'est décodé, comme l'ont fait très bien les soufistes. Eh bien, on voit que dans ces textes sacrés, que ce soit l'Évangile, l'Ancien Testament, il nous dit, dans la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis il dit, créons l'homme à notre image, mais pas à sa ressemblance. Et on comprend parfaitement pourquoi. C'est parce que autant nous sommes à l'image du microcosme, autant nous ne sommes pas encore à la ressemblance de Dieu. Parce que notre Dieu en nous-mêmes, il est endormi, il roupille, quoi. Il est, alors certains disent qu'il est dans cette torpeur, il est mort, mais il ne peut pas être mort puisqu'il était là avant la création, l'espace-temps. Il est mortel, il ne peut pas être mort. Il est juste étouffé, enterré dans une coque, dans une gangue, dans un sarcophage, et c'est lui qu'il va falloir libérer. Bon, maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes, depuis que l'homme s'est incarné, donc cette pure lumière divine, spirituelle, où nous étions tous, notre âme spirituelle s'est corrégulée, elle est descendue dans ce que la tradition appelle le tombeau de la matière. Le tombeau de la matière, d'ailleurs, les alchimistes disent que l'âme va rentrer dans le tombeau de la matière, tombeau qui est appelé à devenir la matrice, à travers laquelle il va pouvoir renaître. Alors déjà, je veux vous dire un truc. Moi, j'entends souvent parler des personnes qui viennent à mes conférences ou à mes cours et qui viennent me voir après en me disant « mais c'est incroyable ce que vous racontez sur l'alchimie parce que je fais ça depuis longtemps, je connais ces trucs. » Et je dis « mais oui, mais l'alchimie, c'est comme la prose avec Monsieur Jourdain. On en fait sans le savoir. Parce que l'alchimie, c'est pas une science d'homme, c'est une science de la nature. C'est une science qui nous vient de la nature. » Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'on est entré en alchimie à partir du moment où on a décidé de s'incarner. On est rentré dans les écoles des mystères à partir du moment où notre âme a décidé d'accepter, de descendre dans ce tombeau de la matière. Et pour ce faire, pour rentrer dans ces écoles des mystères, elle a fabriqué son propre temple des mystères, notre corps. Comme l'escargot va faire sa propre coquille, notre âme a fabriqué le corps et notre esprit a fabriqué ce corps qui est le plus à même à nous faire passer les mystères, les initiations, pour apprendre un jour à être à la ressemblance de Dieu, pas seulement à son image. Et pour ce faire,
commencent les terribles initiations, les fameux terrifiants mystères que devaient passer avant les disciples dans les temples de mystère. À partir de ce moment, de cette incarnation, nous avons donc décidé, nous avons réussi à entrer nous-mêmes dans notre propre temple et commencer à travailler. L'ennui, c'est qu'à partir du moment où on est, on s'incarne, on devient aveugle intérieurement. Tout ce qui était intérieur, notre lumière s'éteint, se corrompt. Ben c'est ça, l'entrée dans le tombeau de la matière. Alors, ce tombeau de la matière, on l'appelle la terre des morts, les cathares, la terre d'oubli. Nous oublions d'où nous venons, qui nous sommes réellement, et nos yeux s'ouvrent à l'extérieur. Donc, nous voyons la surface des choses. Nous sommes en contact avec ce qu'on appelle non plus la lumière intérieure, celle qui a bâti le monde, hein, que les chrétiens appellent le Verbe, par exemple, Verbe créateur, mais nous sommes en contact avec la lumière extérieure, celle qui éclaire la surface des choses. Contrairement à notre lumière invisible, première, qui a créé le monde, cette lumière est tellement subtile, cette lumière vivante, d'abord c'est une lumière vivante, contrairement à la lumière figée des rayons extérieurs, qui éclairent la surface des choses. Cette lumière est une lumière vivante, elle est extrêmement subtile, puisqu'elle était là avant l'espace-temps, avant la création de la matière, et donc elle est extrêmement subtile, elle est tellement subtile qu'elle pénètre tous les corps en leur intérieur. Aucune matière, aussi opaque soit-elle, ne peut lui faire obstacle. Et donc c'est à l'intérieur des choses qu'on va la retrouver. Seulement, nous avons perdu le regard sur cette lumière intérieure. Du coup, nous nous retrouvons plongés dans le monde extérieur, dans le monde des surfaces, dans le monde des apparences. Là intervient l'ego. Enfin, c'est son rôle de pouvoir nous guider, nous piloter dans ce monde des surfaces, hein, dans ce monde des apparences. Là intervient le mental, qui est là pour voir les choses extérieures. Et dans ce monde de surface extérieure, tout est basé d'ailleurs sur la dualité, hein, sur l'ombre, la lumière, la séparation, des choses comme ça. Je dirais un petit peu quelque part, les rayons droits du soleil, hein, ou du lampadaire surtout, hein, sont un petit peu comme la canne blanche des aveugles, hein, qui vont permettre de parcourir le monde en tâtonnant la surface des choses, non leur intérieur, leur quintessence. Voilà ce qui est pour notre entrée au tombeau, et il est tout à fait normal et naturel que pour un temps, le régent, celui qui va gouverner notre royaume, soit le mental, soit l'ego, qui lui s'occupe de tout ce qui est des surfaces, des apparences. Voilà ce qui est donc dans les initiations. Alors vous comprenez que les initiations sont terrifiantes, parce que tout ce qui touche les surfaces, les apparences, sont pour les alchimistes, ce ne sont pas des illusions, mais un petit peu quelque chose. Parce que quand on voit que la surface des choses, on ne voit pas la réalité. C'est un peu comme dans la vie, quand vous voyez les phénomènes, les faits qui sont là, mais vous ne savez pas les relier entre eux. Vous ne voyez pas les causes qui sont derrière. Donc tout un travail de l'alchimie des hermétistes va commencer à faire tomber les illusions, ce que l'on croit voir avec nos référents, et ce que l'ego veut bien nous faire voir d'ailleurs, prince de ce monde, veut bien nous faire voir l'apparence des choses. Et de ce monde de surface où on voit bien qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de surface. C'est la loi du plus fort, c'est celui qui domine le plus qui gagne. C'est comme ça que c'est régi, puis dans la nature c'est comme ça. Moi j'entends des gens toujours, j'entends encore des gars qui me disent mais regarde, même tu prends une tribu de singes, c'est toujours le mâle alpha qui est le plus fort qui gouverne. Et puis même les plantes, c'est comme ça, c'est la nature. C'est normal de vouloir casser la figure aux autres, c'est normal qu'une société soit dominante, c'est normal qu'une multinationale cherche à écraser les autres, et puis c'est comme ça, c'est la sélection naturelle. Là, je leur dis, non, attendez, il faut vous calmer. Ça, c'est vrai dans le monde des surfaces, des apparences. C'est pas comme ça que les choses se passent intérieurement. Quand j'entends dire que les arbres, c'est pareil, sont impitoyables entre eux, celui qui veut prendre plus de lumière, écraser l'autre. Oui, en apparence, c'est vrai. Si vous regardez comment ça se passe dans les racines, avec les champignons, comment il y a des neurones qui communiquent, comment ils s'entraident entre eux, etc., vous verrez que ça se passe pas du tout comme ça. Mais dans le monde de la surface, avec notre vision débile, hein, cet ego qui ne voit que la surface des choses, qui est un aveugle, qui marche à tâtonnant, et qui raisonne, hein, voilà. J'ai rien contre les aveugles, attention, j'ai des amis aveugles. Mais c'est une allégorie. Mais c'est vrai que si vous demandez à un aveugle de naissance de vous décrire le monde, voilà, tout. Hein. C'est exactement ce qui se passe avec lui. Donc voilà, ce travail, on va essayer de voir vraiment, et c'est là que l'alchimie fait partie de moi, ce que j'appelle la racine des sciences occultes. C'est-à-dire voir la véritable lumière cachée derrière l'apparence trompeuse des formes. Voilà.
Dans ce travail, donc, nous allons dissoudre les apparences. Les alchimistes disent qu'ils vont dissoudre la dure écorce métallique. Ah, c'est intéressant, le mot écorce est très important. On le verra, ce cheminement qui va aller vers cette découverte de soi-même est souvent d'ailleurs représenté par un pèlerin. D'ailleurs, l'agent principal de l'œuvre, on l'appelle le Mercure. Hein. Le fou est le pèlerin du grand œuvre. C'est le nom qu'on lui donne au Mercure, alchimique. Et on représente par le pèlerin. D'ailleurs, la tradition chrétienne le représente par Saint Jacques de Compostelle. Hein, et ce pèlerin qui va essayer de découvrir sa véritable nature, cette lumière enfouie dans les ténèbres du corps, dans son inconscient, où cette lumière a été précipitée, enfermée dans la gangue, dans l'écorce inconsciente, dans le monde intérieur, et bien cette marche va se faire vers Saint Jacques de Compostelle. Alors, tout le monde sait, Fulcanelli avait fait la traduction de Compostelle, le compost stella, le compost dans lequel se trouve l'étoilé, où se trouve l'étoile. Et l'étoile qui est notre véritable lumière, notre véritable nature. Il est intéressant de noter à ce propos que d'ailleurs Saint Jacques de Compostelle, ou le pèlerin de Compostelle, est représenté avec une coquille Saint-Jacques, la coquille qui est ouverte. D'ailleurs, en alchimie, toute la progression va se faire à travers une opération de base, duquel vont succéder toutes les autres. C'est-à-dire, même chaque opération n'est que le résultat d'une dissolution préalable. Or, en alchimie, dissoudre se dit ouvrir. Ouvrir l'écorce, dissoudre les apparences. Et donc, c'est vrai que toutes ces phases de dissolution, on va apprendre à se découvrir soi-même, à se retrouver sur cette terre étoilée, retrouver sa véritable patrie, où se retrouve ce roi enterré à travers l'étoile. D'ailleurs, il est intéressant de noter que nous arrivons bientôt à Noël, et que c'est là que les rois mages ont suivi cette fameuse étoile qui s'est posée sur le lieu où l'enfant roi vient de naître. Et c'est cette quête-là qu'on va essayer de retrouver, d'ailleurs, à travers la quête alchimique. Pour retrouver cette étoile, bon, pour un jour après, il y aura l'autre partie du grand œuvre qu'on appellera le retour de Saint Jacques de Compostelle, qu'aurait fait Flamel d'ailleurs, par voie humide, pour réaliser, une fois qu'on a découvert qui on est réellement, on va le réaliser ici-bas, dans ce monde. Voilà pour ce qui est un petit peu de ces opérations et de cette importance de pouvoir dissoudre les coques des apparences. Donc la dissolution, qui est la maîtresse de toutes les opérations, en alchimie, on dit qu'on va ouvrir. On dissout le métal, on l'ouvre pour le rendre vivant, vous voyez. Parce que pour les alchimistes, c'est cette lumière vive qui est réellement la vraie vie. Pas la vie des agitations extérieures, permanentes, de ces trucs complètement dans le monde éphémère, extériorisés, etc., des apparences, mais la véritable vie intérieure qui est là. Et c'est cette vie-là qu'on va essayer de retrouver, pour passer de l'état de mort à l'état de vie. Il est intéressant de noter à ce propos que les métaux, on dit qu'on va les dissoudre dans la première opération, les ouvrir pour les rendre vivants. En cela consiste la véritable dissolution. En cela consiste le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle qui va consister à ouvrir la coquille. Et il est intéressant d'ailleurs de noter qu'à un certain stade de l'œuvre, on représente parfois Saint-Jacques avec une étoile sur la tête, non plus une coquille, mais une étoile. C'est donc une autre étape de l'œuvre. Il a réussi à découvrir qui il était réellement. L'étoile, pourquoi j'en parle vite fait là? Que représente l'étoile? En fait, si on regarde simplement, symboliquement, l'étoile, c'est une lumière qu'on voit la nuit. Oui, c'est la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est la lumière invisible presque. C'est la lumière subtile, vous voyez. C'est pas la lumière qui va éclairer la surface des choses. C'est une lumière qu'on voit. Mais la nuit, c'est la lumière intérieure. C'est la véritable lumière. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que le principe de base de l'hermétisme, il faut se rappeler que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Et c'est donc extrêmement important parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, nous sommes le reflet du macrocosme, mais dans notre microcosme. Alors vous allez me dire, non, c'est pas possible. Moi, je suis petit, rikiki, limité. Par exemple, je suis 1m63, voilà. Bon, au mieux, si je suis aussi bon que Jeanne Calment, je vais mourir à 120 ans, voilà. Voilà. C'est vraiment si j'ai envie, quoi. Et si je peux, si j'ai le droit. On peut espérer au mieux, voilà, peut-être battre Jeanne Calment d'un an ou deux, mais bon, il faut pas espérer faire mieux. Car comparé aux milliards d'années de l'univers, ça fait quand même pas tout à fait pareil, on n'a pas les mêmes dimensions. Autant l'univers est vaste, infini, lumineux, autant moi je suis petit rikiki. Mais vous avez bien compris que nous sommes une image comme un reflet sur un miroir. Et le reflet du miroir est toujours inversé par rapport à l'image du autre. Et donc tout ce qui est infiniment grand dans l'univers se reflète en nous dans l'infiniment petit.
La preuve, nous retrouvons toutes ces histoires de galaxies, d'étoiles, etc., en nous-mêmes à travers les atomes, et même les particules atomiques, etc. Donc finalement, dans l'infiniment petit, ce que nous voyons dans l'infiniment grand. Donc c'est intéressant parce que si on connaît cette histoire de reflet et cette loi des inverses, nous savons donc que c'est à travers notre petitesse et nos limitations que l'on va pouvoir travailler, retrouver notre grandeur. Si on veut reconquérir notre grandeur, on doit travailler dans notre infiniment petit. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Si nous sommes un reflet du macrocosme, peut-être que l'inverse aussi. Peut-être que si on prend l'histoire du miroir, peut-être que nous sommes un miroir du macrocosme, un miroir rétrécissant. Autant le macrocosme est peut-être un miroir grossissant de ce que nous sommes. Donc peut-être que tout ce que nous faisons en nous-mêmes a peut-être une action dans le monde extérieur. Parce que le macrocosme commence, où commence le macrocosme? Et commence autour de nous. Enfin, moi, je veux dire, dès cette table, dès cet ordinateur, le macrocosme, mon microcosme est à l'intérieur de moi. Donc, dès que je sors de mon corps, dès que je suis dehors, là, je suis déjà dans le macrocosme. Je suis plongé dedans. Donc, peut-être que ce macrocosme est un reflet de ce qu'il y a en moi, et peut-être que de vouloir toujours se battre contre l'injustice. Attendez, je ne dis pas que c'est mauvais, on a un travail à faire dans le monde, on a des choses, il est bien de corriger, de travailler pour la justice, c'est une chose. Mais peut-être que de se battre tout le temps, à vouloir transformer le monde extérieur sans travailler à changer son monde intérieur, c'est peut-être déjà un combat perdu d'avance. Alors, bien sûr, le mieux, c'est de faire les deux. Mais il est important de revenir là-dessus. C'est pour ça que je pense que depuis l'histoire, il y a toujours eu des grandes révolutions, des grands machins, puis à chaque fois des tyrans reviennent. On fout en l'air un tyran, un autre tyran arrive, et c'est comme ça, et c'est tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce que tant qu'on aura notre tyran intérieur, je ne vois pas comment on va pouvoir changer dans le macrocosme. Et quand je parle de macrocosme, maintenant, restons humains. On va parler déjà du collectif. Parce que notre macrocosme, en plus, il commence par où? On est des humains, on n'est pas des pierres. Donc, notre monde le plus proche qui va de nous, c'est les êtres humains. Donc, on va parler de la conscience collective, l'inconscient collectif. Comment voulez-vous changer la conscience collective si vous ne changez pas votre conscience intérieure? Voilà, en cela commence ce qu'on appelle une grande alchimie qui est en train d'arriver. Cette alchimie en nous-mêmes, si on commence à changer, à faire tomber les tyrans qui sont nous-mêmes, et croyez-moi, il ne manque pas dans l'ego, ces désirs impérieux, ces conflits de dévalorisation, ces conflits où on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, toutes ces choses qui se mettent en travers, cette peur de l'échec, ces préjugés. Vous voyez, moi, voilà, je suis trop bête pour aller chanter, je suis un mauvais chanteur, j'ai une voix de canard, et il n'est pas question que je chante, c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie, puis un honnête homme ne chante pas, c'est pas un saltimbanque, mettons, voilà. Je vous donne toutes les extrapolations que le mental peut vous donner pour vous empêcher d'être vous-même. N'oublions pas que le mental étant le régent, il n'a pas trop envie que vous soyez vous-même et qu'un jour le roi reprenne sa place, et qu'il vous foute à la porte, vous comprenez bien. Donc vous allez voir que dans votre vie, c'est pas ce qui va manquer, les arguments pour surtout pas être vous-même, et puis surtout pas faire ce que vous avez réellement envie. Au mieux, il va vous projeter d'autres envies, des envies périphériques sur des supports illusoires. Voilà. Tu vas dominer les autres, tu vas avoir une Ferrari, tu vas sortir au Schiffer, tu vas avoir les récompenses, Super. J'ai un truc qui vient de tomber. Mon bâton. Vous voyez, voilà. Le pouvoir de l'ego. Je veux dominer le monde, je veux écraser les autres, je veux être le premier dans la cour d'école, casser la figure, être le caïd, je veux qu'on me respecte, je veux imposer le respect, comme je dis, comme ça, respect. Voilà. Tout ça, c'est des désirs périphériques pour nous empêcher d'écouter nos véritables désirs, nos véritables motivations, et de savoir ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Le jour, on arrivera à chasser tous ces tyrans qui ont été mis en place par ce régent. Du jour, on arrivera à arrêter d'être manipulé par les conflits. Les conflits qu'on a eus déjà dès la naissance. Et sachez que ces conflits, en plus, Vous voyez, c'est là que la frontière entre le microcosme et le macrocosme, et en fait, n'est pas si tranchée que ça. Parce que regardez, même nous, ce que l'on croit être dans notre microcosme, moi, Pascal Boucher, je suis le fruit de quoi? Bon, d'abord d'une hérédité génétique.
avec les qualités, les défauts, les tares de toute l'hérédité, comme ça, qui remontent pendant des générations, des générations. Je suis le fruit d'une famille et d'une éducation, avec toutes les projections des parents. Mais eux-mêmes ont des conflits. Donc, et comme c'est la tradition dans les familles, on se refile les conflits de génération en génération, hein, c'est souvent ça l'hérédité. Donc, projection, conflit des parents que je porte sur moi. Voilà encore des tyrans qui arrivent. Hein. Oui, les tyrans, ils sont partout. Hein. Ensuite, après, il y a l'école qui me demande voilà, d'être dans le moule, de me taire, de me mettre dans la classe, de faire des ceci, de cela, de marcher droit. Après, je les confie dans la cour d'école parce qu'on commence à se sociabiliser. Comme les enfants essaient de singer les parents, je ne dis pas ce que c'est les cours d'école, le caïd, ça figure aux autres, ça. Voilà, bon, puis il faut arriver à se faire sa place. Après, vous voyez tous ces conflits, tous ces jeux de société, les attentes de la société, les attentes de ceci, c'est ça. On est pris là-dedans. Mais quelle est la part de nous-mêmes réellement? Quand on va faire tomber ce masque? Moi, des fois, je demande à des personnes, je vois des personnes, même dans la vie, c'est affolant, certains collent au métier qu'ils font, par exemple. Le gars qui est prof, il est prof tout le temps. Il est prof avec ses enfants, il est prof avec sa femme, il est prof avec les gens qu'il rencontre, ils sont imbuvables. Le juge qui juge, l'éducateur qui est éducateur, ceux-là, ils sont imbuvables. Je connais le métier, j'ai été aussi animateur socioculturel, donc je vais chier tout le monde, en fait. Je regarde tout le monde. Le policier qui est tout le temps policier, voilà. Et puis on oublie qui on est réellement. On a pris des statuts, des rôles, des machins dans une société. Il est quand même important d'avoir un rôle à jouer, mais néanmoins, on oublie qui on est. On est dans des projections. Je veux être un bon père, je veux être une bonne mère. Après, on est des bons grands-parents, honorables, des bons grands-parents, machin. Voilà. Et qui sommes-nous et que voulons-nous faire, qu'avons-nous à réaliser? On oublie ça. À partir du moment qu'on oublie ça, je trouve, on se leurre sur soi-même. Il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve dans une société de mensonges. C'est pas pour rien que les politiciens sont des menteurs. On le sait bien. Hein. On va pas, je joue pas au rebelle. On n'a pas besoin d'être un rebelle maintenant. Ça aurait été ça il y a quelques années, on aurait dit ça, ou quelques décennies, ça aurait été insupportable de dire que les politiciens sont des menteurs. Maintenant, on le sait très bien. Il y a une école qui s'appelle l'ENA où on forme des menteurs professionnels. Et je suis sûr que les politiciens sont d'accord avec ce que je dis. Je veux dire, franchement, c'est pas un secret. C'est une évidence. Bon, on est obligé de mentir de toute façon. Et même si on est bien, je veux dire, qu'on a des bonnes intentions au départ, etc., si on veut arriver à ce poste et si on veut pouvoir exercer sa fonction, on est obligé de raconter des rambins, comme disent Zambini, des histoires. Quoi. Mais c'est normal. Parce qu'on peut jeter la pierre maintenant à ces politiciens, à ces gens-là, etc. Mais quelque part, pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas le reflet aussi d'un inconscient collectif où tout le monde se leurre soi-même? D'ailleurs, je pense que si on ne se leurrait pas soi-même, on ne se ferait pas leurrer et on ne voterait pas n'importe qui, par exemple. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que les gens sont si manipulables, par exemple, à travers des campagnes de pub, d'affichage, ou des choses, on leur raconte des rambins, ça marche. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement le fait que des politiciens utilisent le mensonge pour arriver où ils en sont. Ce qui m'inquiète, c'est que les mensonges marchent, fonctionnent. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est qu'on y croit. Et pourquoi on y croit? Parce qu'on a des attentes, on a des illusions. On est dans le monde des illusions. Dans les illusions de ce qu'on croit être, de ce qu'on croit attendre. Donc, à partir du moment où on passe sa vie à se raconter des histoires, il ne faut pas s'étonner après qu'on se fasse manipuler par d'autres gens qui vous racontent des histoires. Et puis, il y a l'effet de groupe aussi, Pascal. Bon, alors, il y a l'effet de groupe. Mais parce que, pourquoi? Parce que justement, les groupes, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent aussi. Attention, nous ne sommes pas isolés. Alors maintenant, c'est là on va commencer à sortir un petit peu de l'individu, dans ce laboratoire alchimique, microcosme. Cette alchimie, elle existe. Nous sommes d'abord des individus. Alors moi, souvent, je donne l'image un petit peu de la conscience individuelle par rapport à la conscience du groupe à laquelle nous faisons partie. C'est-à-dire, imaginez des vaguelettes comme ça sur un lac. Vous prenez la pointe de la vague, c'est la conscience. Le milieu de la vague, c'est le subconscient. Et puis, vous allez dans l'inconscient. C'est l'eau, sans fond. Et on est tous reliés à ce niveau-là. On est tous reliés. Et déjà, l'illusion
de la vaguelette de se croire séparés, illusion dans laquelle notre société nous entretient, cette société, cette civilisation, que j'appellerais la civilisation de Caïn, civilisation de l'ego, qui était nécessaire pendant un moment, l'individuation, le machin, la personnalité devait se former un petit peu, etc. Le support, le vase devait être bien modelé. D'accord. Mais maintenant, ça suffit. Ce temps-là est fini. Les traditions alchimiques nous montrent que cette conscience collective que nous avions, donc qui était dans le culte de l'ego, l'individualisme forcené, arrive un jour fatalement à la destruction, parce que nous sommes fondamentalement tous un collectivement. Et c'est là qu'il est important de voir cette résonance qu'il y a entre le microcosme et le macrocosme. Parce que je puis vous assurer que si nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, il n'y a rien dans le macrocosme que vous pouvez voir qui n'existe pas déjà à l'intérieur de vous. C'est très simple. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à comprendre que finalement, le travail, si vous voulez changer ce monde extérieurement qui est autour de vous, et on commence par le monde le plus proche de nous, à savoir le monde humain, l'humanité, il va falloir commencer à se changer soi-même. Si nous sommes dans un monde qui est en effet plongé dans ce qu'on appelle le monde de l'illusion, mais c'est pas nouveau, ça s'empire là, parce que justement, nous arrivons à la fin du temps. Mais ça existait déjà. Regardez, dans les évangiles, il parlait du prince de ce monde. Oui, le prince de ce monde, c'était ça. C'est la logique de l'ego. La loi du plus fort. C'est toujours le plus tyrannique, le plus fort qui gouverne à terme. Alors, il y a eu quelquefois des bienfaiteurs qui sont passés, ils n'ont pas eu de temps. En règle générale, c'est toujours des tyrans. C'est celui qui écrase le plus de pieds, c'est le mec le plus rusé pour pouvoir arnaquer le plus de gens. C'est toujours le plus violent, le plus sanglant. Enfin bref. Il y en avait même, vous savez, je ne sais plus, à l'époque des sultans, il y avait, c'était donc à l'époque de l'Empire ottoman, il y avait même, quand il y avait plusieurs frères qui naissaient dans un truc, il y avait des frères qui liaient les autres pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais c'était comme ça dans plein de trucs. C'est la logique du mental, c'est la logique de l'ego. Et cette logique est illusoire parce que nous ne sommes pas détachés de ce monde collectif. Alors ça va plus rien, plus loin, je veux dire, parce que si on regarde bien, je vous parle que du plan humain, mais le macrocosme, c'est l'univers tout entier. Et donc finalement, quand on parle d'alchimie, de transmutation intérieure, etc., il faut savoir qu'elle doit aussi se mettre en diapason avec une autre alchimie. Et évidemment, s'il existe une alchimie interne à chaque individu, il existe évidemment une alchimie cosmique, universelle et humaine. Donc, il est intéressant de voir que ce rapport existe et qu'il est très étroit actuellement parce que nous arrivons à une période clé. Il est vrai que les phases dites de transmutation, de grande œuvre alchimique au niveau collectif est beaucoup plus long en temps parce que là, on travaille sur une masse énorme. Et que donc, plus il y a du monde, plus ça va être long. C'est normal. Quand on travaille sur des civilisations, sur des peuples, les changements se font en milliers, voire dizaines de milliers d'années. Contrairement à ce que... Bon, je sais que je vais me mettre à dos encore des... enfin bref, les archéologues, etc. Mais dans la tradition initiatique, elle a plusieurs dizaines de milliers d'années, puisque nous avions déjà le continent Mu, qui était lié d'ailleurs à l'âge d'or, à une époque. Puis ce continent, l'homme s'est laissé aller justement à cette théorie de l'ego. L'homme a commencé à chuter dans sa conscience, c'est-à-dire l'humanité, quand je dis l'homme, c'est pas. Et puis, ce continent Mu a été éradiqué, suite à des bouleversements climaticaux ou autres. Revenu une deuxième civilisation très avancée encore, qui a été l'Atlantide, qui évidemment a été éradiquée, là pareil, alors je ne sais pas combien de millénaires, j'y étais peut-être, mais je ne me souviens plus, a été éradiquée. Je pense qu'on était beaucoup à y être dans l'Atlantide, contrairement à ce qu'on croit. Et une nouvelle civilisation est venue, qui est là maintenant, et qui se termine, s'achève. Alors là, il est intéressant de savoir que quelles que soient les cultures, les traditions, qu'on aille chez les Aztèques à travers les Mayas, le calendrier Maya par exemple, ou qu'on aille chez les Hindous à travers les 4 âges de l'humanité, à savoir, attendez, je vais vous dire de suite, voilà, à travers la Satya Yoga, la Tetra Yoga
la Dupara Yoga et la Kali Yoga. Les 4 âges de l'humanité en Inde, eh bien, racontent en fait l'évolution de l'homme à travers sa chute. Alors, quand je parle de chute, c'est pas toujours péjoratif, il faut aussi pas voir toujours le côté péjoratif des choses, voir le côté hermétique, en dehors de toute dualité. La chute en alchimie, il faut savoir qu'en alchimie, tout ce qui est en bas correspond à ce qui est dense. On avait vu que, par exemple, on mettait dans un ballon de l'eau boueuse, dans un vase, tout ce qui était lourd, épais et dense tombait au fond du vaisseau, on appelle ça la décontation. Donc, pour les alchimistes, comme l'univers, il n'y a pas de haut, de bas dans le cosmos. Pour les alchimistes, ce qu'on appelait le bas, c'est ce qui est dense, et par extension lourd, épais, et par extension matériel, physique. Inversement, tout ce qui est subtil, comme vous chauffez chaud, l'eau, les vapeurs sont plus légères que l'eau, montent et s'élèvent au-dessus du vaisseau. Il n'en fallait pas moins que tout ce qui touche à ce qui est subtil, et par extension spirituelle, donc, correspond à ce qui est en haut. Donc, vous comprenez bien, quand on parle des 4 âges de la chute de l'humanité, c'est 4 âges d'incarnation de la conscience humaine collective. Donc, nous sommes arrivés au 4e âge. Donc, nous sommes à la phase, ce que tous les hermétistes sont d'accord pour dire, au plus bas. Ce qui peut arriver, c'est-à-dire au plus dense. Et nous sommes arrivés à un stade de cristallisation de la conscience ultime. Et on ne peut pas être plus cristallisé. À un moment donné, quand c'est cristallisé, on ne peut pas être plus bas. C'est pourquoi nous sommes à la fin du 4e âge, Kali Yuga chez les hindous, et on retrouvera très étonnamment d'ailleurs ces 4 âges chez les hermétistes avec, à travers l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Non seulement nous sommes dans le 4e âge de l'humanité, c'est-à-dire le 4e âge de cristallisation le plus ultime de la conscience. C'est pour ça que je dis maintenant nous sommes arrivés à un stade où on va pouvoir peser et mesurer notre âme par rapport à notre poids, à notre taille, à notre tour de machin, etc. À un moment donné, on en arrive à un stade de regarder comment on juge les gens. On les juge par rapport à leur possession matérielle, à leur réussite matérielle, à leur statut, à leur physique même, puisque maintenant on voit des légions de femmes se refaire les visages, les machins, les trucs, et pour être quoi? Pour être quoi? Une image. Vous voyez, on est plongé dans la surface. C'est ça la cristallisation de l'homme. On est arrivé dans le monde des surfaces, des apparences. Alors, non seulement on est au 4e âge de l'humanité, à savoir l'âge de fer. L'âge de fer, ça dure quelques milliers d'années. Nous sommes à la fin de l'âge de fer. C'est-à-dire, non seulement nous sommes à l'âge de fer, mais à la fin de l'âge de fer. Donc, si on est à la fin de l'âge de fer, on est à la fin des 4 âges de la descente. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive au plus bas, c'est là que va pouvoir commencer la remontée. Alors ça, je suis très optimiste, moi, du coup, malgré tout ce que j'entends autour sur les temps difficiles qui arrivent, etc. Moi, je connais bien les processus, enfin, en tout cas symboliques, des opérations d'alchimie, à savoir la dissolution, qui est la plus importante des opérations. Et si c'est la bonne dissolution, alors c'est la meilleure des opérations qui puisse y avoir. En alchimie, on détruit les illusions pour pouvoir faire naître la vérité. On va donc détruire l'écorce, les apparences. Et n'oublions pas que malgré tout, toutes les phases de dissolution d'alchimie qu'on va retrouver par exemple dans l'œuvre noire, qui sont représentées par des phases extrêmement traumatiques, avec l'arcane 13 du tarot, vous savez, le squelette qui fauche avec sa faux, qui démembre les gens, qui coupe les têtes. Cette phase d'ailleurs est intéressante parce que ces dissolutions sont généralement représentées par des décapitations. C'est donc le mental qu'on va dissoudre quand on va dissoudre le métal. C'est donc bien le mental qui va être coupé. Cette mentalité du vieil Adam, cette mentalité d'ego, cette mentalité de vision de surface, d'apparence des choses, c'est ça qu'on va détruire. En fait, en alchimie, détruire veut dire ouvrir. Et ouvrir pourquoi? Et ben on dit qu'on va ouvrir un métal pour le rendre vivant. Voilà ce que veut dire la dissolution. C'est très important parce que c'est pourquoi la dissolution est la clé principale, pour pas dire unique, de l'œuvre, puisque selon Fulcanelli, toutes les autres opérations qu'on pourra avoir, y compris coagulation, précipitation, conjonction, etc., ne sont que le fruit d'une préalable dissolution. Regardez, même la fabrication du corps dans l'ovule. Dès que l'ovule est fécondé, l'œuf, qu'est-ce qui se passe? Dissolution, divise en 2, en 4, en 8, et là, on commence à fabriquer un corps. Vous voyez? Donc, même la multiplication, le fruit de la division, et bien de la même manière, toute construction sera le fruit d'une préalable dissolution. Je vais vous donner un autre exemple.
toutes les plus belles cathédrales que vous pourrez voir, hein, l'art gothique ou autre, hein, ne sont que le fruit d'un morcellement préalable des carrières, hein, par des carriers, qui ont impitoyablement dissous, hein, cette falaise, ces carrières, pour en extraire des blocs dans lesquels vont être construites les plus belles églises. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une phase de dissolution. Alors évidemment, comme le dit Flamel, dans cette phase-là, il nous dit qu'on va dissoudre le métal, hein, et il nous dit qu'apparaît, dès la première dissolution, les fumées toxicum venenum. Et que celui qui œuvre à ce moment-là ne doit absolument pas respirer ces fumées toxiques, hein, parce que sinon il serait intoxiqué, hein, il périrait. Par contre, celui qui a la patience, hein, de laisser passer ces fumées qui continuent son travail sans respirer les fumées toxiques, alors on verra cette lumière qui va remonter à la surface. Puisqu'à l'intérieur du métal, vous comprenez, c'est allégorique, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de toute chose, au cœur de toute chose, lui, cette lumière qu'on a parlé tout à l'heure à travers le compost étoilé ou l'étoile du compost, hein, qui se trouve à l'intérieur, eh bien, quand nous allons dissoudre les apparences, la coque qui l'emprisonnait, cette lumière va pouvoir monter à la surface. Alors évidemment, au départ, il y a les affres de la dissolution, les horribles fumées toxiques. Et il est intéressant d'ailleurs de noter qu'en alchimie, tout ce qui touche les gaz, les fumées, les vapeurs, etc., correspondent à ce qu'on appelle le plan mental. Hein, l'eau au plan émotionnel, le gaz au plan mental, la terre au plan physique. Vous comprenez bien que quand Flamel nous dit qu'il faut pas respirer ces fumées toxiques, vous comprenez qu'à ce moment-là, pendant ces dissolutions, c'est-à-dire à notre époque collective, où nous arrivons à la fin d'une période, et que cette période se dissout, c'est-à-dire l'âge de fer, nous allons dissoudre le fer. Hein, et bien justement, c'est là que vont apparaître toutes ces fumées toxiques, c'est-à-dire quoi? Les fumées, les pensées, les idées toxiques. Et il y en a. Et vous commencez à en voir. On en voit autour. Les gens deviennent fous. Il y a des courants de folie qui sont partout. Hein, que ce soit l'âpreté au gain, regardez, la science perd toute sa raison, hein, mue par des intérêts financiers, pécuniaires, des enjeux de pouvoir, c'est complètement la folie la plus complète. Nous avons aussi même la religion avec des idées d'intégrisme complètement meurtriers même, hein, on arrive à des choses complètement, la folie arrive. D'autres personnes sont là, ils deviennent complètement réactionnaires, complètement devant ces dissolutions, la perte des vieilles valeurs, et maintenant, et machin. Donc du coup, s'accroche, se radicalise, s'accroche au passé en devenant extrémiste ou intégriste ou machin, extrêmement réactionnaire, tout. Hein, on arrive dans des milieux même sécuritaires, etc., du racisme, des choses comme ça. Tout ça, ce sont juste ces fumées toxiques. Ces fumées toxiques, ce sont les peurs et les idées qui vont en découler. Cela dit, je dis une chose. Vous pourrez, avec toute la force du monde, vous opposer à ce nouveau courant, parce que c'est un courant finalement, même si ça se passe dans notre civilisation, chez les humains, c'est un courant qui vient de bien au-delà, un courant qui vient du cosmos. Alors même s'il y a une petite communauté de vaguelettes, là, qui sont les humains, en dessous, il peut y avoir 200 mètres de profondeur. Et ces 200 mètres de profondeur, c'est l'univers tout entier. Vous voyez. Et là, on ne s'oppose pas au courant cosmique. Moi, je vous le dis carrément, c'est pas la peine. Donc, il est inutile de respirer ces fumées, de paniquer, de vouloir nager à contre-courant. Parce que vous ne pouvez pas nager à contre-courant face au cosmos. Et il serait intéressant d'arrêter de respirer ces fumées, d'adhérer à des idées de panique. On essaie de les entretenir. Moi, je vois à travers la télé des images catastrophiques, des terroristes de partout, des machins, les gens, bah, évidemment, panique. Il faut voir que derrière ces paniques, il y a des gens qui s'arrangent. Hein. Le prince de ce monde, là, où notre mental, notre ego débile, qui voit qu'il risque de perdre son pouvoir, lui, ça l'arrange de paniquer les gens, hein, de nous faire paniquer. Regardez la peur, il n'y a pas mieux comme outil. Donc, il est important de ne pas respirer ces fumées, parce que petit à petit, vous verrez ces lumières qui vont monter. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'on a beau se plaindre de cette époque terrifiante, etc. Moi, je vois une ouverture d'esprit extraordinaire que je n'ai jamais vue avant. Je peux vous assurer, quand j'étais dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans les années 83, 1983, 84, mais j'étais un taré, il fallait pas que j'en parlais tout bas. C'était surtout pas, j'étais à la terrasse d'un café, j'en parlais avec quelqu'un, attention, quelqu'un me regarde. Même plus tard, en 90, 88, quand je parlais d'alchimie, on me disait l'alchimie quoi? L'alchimie quoi? L'alchimie, excusez-moi.
Ouais, c'était comme ça avant. Et puis même dans les milieux ésotéristes, à l'époque, dans les années 80, 83, c'était pas drôle. Ils étaient tous dans des trucs scolastiques, dans leurs écoles, en dehors de leur école, pas de salut, en dehors de leur discipline, pas de salut. C'était comme ça, c'était terrible, il n'y avait aucune ouverture. Donc on tombait dans le dogmatisme, donc chacun défendait son école en essayant de sauver la pauvre brebis égarée qui était fourvoyée comme ça, parce que voilà, il n'était pas... Maintenant, on s'est ouvert. La spiritualité s'est ouverte à la science, on voit la mécanique quantique, s'est ouvert à la psychologie. Bon, c'était déjà en amont, mais là, ça a été accepté. Le grand public intègre maintenant les notions de spiritualité. Il y a des connaissances, je peux vous assurer, qui sortent, que je vois à travers YouTube, à travers des choses, qu'à une époque, je pense, c'était impossible de trouver. Ou en bibliothèque éventuellement. Mais... En bibliothèque et en cherchant très très bien. Et un milieu très élitiste. Il faut savoir que ces connaissances-là étaient enfermées dans ce qu'on appelle les écoles des mystères. Et étaient interdites d'être révélées. Et je puis vous assurer que depuis quelques années, licence a été donnée d'en haut, des entités, parce que moi je ressens quand même maintenant, je commence à ressentir qu'en haut, on nous a donné licence de parler de certaines choses qu'il était impossible avant de parler au grand public. Des vérités. On en est arrivé à un stade, de toute façon, où l'être humain, où le mental a pris un tel pouvoir, et que même dans l'ésotérisme, tout ce pouvoir a été récupéré à des fins encore égotiques, des fins de pouvoir, à des fins de puissance, l'occultisme, la magie noire, des trucs comme ça pour manipuler, ou pour une élite qui gardait ça pour elle, etc. Que finalement, tant qu'à faire, eh bien, puisque c'est comme ça, puisque tous ces savoirs secrets ont été récupérés, même dans le mal, eh bien, pourquoi pas les ouvrir aussi pour que le bien en profite. On en est là maintenant. Donc, c'est la période des grandes ouvertures. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que nous sommes à la fin de l'âge de fer. Et en alchimie, il y a une voie qu'on appelle la voie du fer. Alors, le fer, selon la pluralité des maîtres, est considéré comme le métal le plus vil qui puisse exister, le plus commun d'ailleurs, c'est le plus abondamment répandu sur la Terre. Le métal le plus répandu sur toute la surface de la Terre. Et dans toutes les traditions qu'on parle du fer, généralement, croiser le fer, mettre les gens au fer, etc., etc. Bon, mettre au fer, enfin voilà, les prisons de fer, ferrées, etc., sont pas toujours des... Le fer n'a pas bonne presse, si on regarde bien. Il est intéressant de voir que pour les alchimistes, bien que ce métal soit vil et répandu en abondance, c'est certainement le métal qui possède en lui le plus de lumière. Et nous dit Fulcanelli, il n'y a qu'à le voir et le passer sur la meule et vous verrez toutes les étincelles qui vont en jaillir. Et d'ailleurs, Fulcanelli nous met le doigt sur le fait que le fer est le métal qui a le plus de, d'affinité, de rapport avec l'or, à un tel point que certains le comparent, d'ailleurs qu'on parlait de la pyrite de fer, on l'appelait l'or des fous. Et donc, on le compare, certains, la qualité de cette lumière qui est à l'intérieur du fer, on l'appelle un or jeune. Et que finalement, c'est ce fer-là qui possède justement le feu en abondance. C'est le métal qui possède le plus de feu en lui, qui peut être le plus à même à fournir ce qu'on appelle en alchimie l'or philosophique avec lequel on va élaborer l'or alchimique. Et d'ailleurs, Fulcanelli, pour donner des arguments à ce fait, nous dit que généralement au Mexique, avant, dans le temps, quand les gens voyaient des lieux où il y avait beaucoup de gisements de fer, ils bloquaient l'endroit en se disant que peut-être, justement, il y a peut-être des mines où on pourra trouver de l'or. Ils passaient même du terme comme disant que finalement, certains considéraient que le fer est un or jeune, nature. Voilà, alors c'est intéressant parce que justement, dans la tradition hermétique, après l'âge de fer doit succéder l'âge d'or. Vous voyez l'affinité? Elle n'est pas seulement allégorique. Donc, à la fin de cet âge de fer, à partir du moment qu'on aura appris à dissoudre, alors il y a une partie là où je quitte peut-être, là je quitte complètement la réalité du laboratoire. Donc, je l'ai dit pour des amis praticiens qui ne s'énervent pas. Voilà. Il y a donc une autre réalité symbolique derrière le fer. D'abord, quand on parle du feu du fer, on parle du feu de l'enfer. C'est le nom qu'on donne justement au feu secret des sages en alchimie. Et les alchimistes nous disent quoi? On doit dissoudre le métal pour extraire le feu secret des sages. Parce que sans ce feu, il est inutile de vouloir transmuter quoi que ce soit.
Alors, ce feu du fer, qu'on compare au feu de l'enfer, on l'appelle l'acier des sages. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'acier est un alliage de fer. Intéressant. Et comme par hasard, d'ailleurs, cet acier, c'est un anagramme d'Ariès, nous dit Flamel, qui nous dit Ariès nous ramène au bélier en latin. Bélier, le signe qui est dominé par Mars, est justement la planète qui correspond au fer. Voilà. C'est juste pour faire des liens, pour montrer que nous sommes donc à la fin de l'âge de fer, que le fer est le métal, en effet, qui correspond à la guerre, qui correspond à Mars, le dieu de la guerre, de la violence. C'est donc effectivement un feu infernal, feu de la destruction, et pourtant c'est ce feu qui est appelé, selon Philalèthe, qui nous dit, c'est le feu infernal et secret, c'est le miracle de ce monde, c'est l'enfant roi couché dans une grotte, dans une crèche. Voilà, c'est le feu natif. Alors je vais dire simplement une chose. Ce feu du fer, ce feu de l'enfer, qu'on associe, nous, aux forces infernales, qui sont nous-mêmes les forces du mal, qui ont amené d'ailleurs le monde où il en est actuellement, ce stade de destruction, ce feu qui ronge les gens, qui les pousse au mal, eh bien finalement c'était un feu divin. D'ailleurs pour les alchimistes, il n'y a pas plusieurs feux. Le feu qui brûle, qui brille dans les étoiles et dans le soleil, est le même qui brûle dans les entrailles de la terre, dans l'enfer. Pour les alchimistes, il n'y a pas plusieurs feux, il n'y a qu'un seul unique feu, Dieu le feu. C'est en tout cas ce que nous disent les philosophes par le feu et les grands maîtres, les seigneurs de la flamme, par exemple. Alors, il est intéressant de noter à ce propos, justement, que si une énergie se manifeste de manière infernale, ce n'est pas la faute de cette énergie. Si une énergie se manifeste par les ténèbres, ce n'est pas la faute de cette énergie, mais c'est notre faute. Si on lui a donné la part des ténèbres, cette énergie se manifestera par les ténèbres. Comprenez bien que dans notre système mental, dans notre ego, nous avons refoulé cette part divine qui est en nous-mêmes. Mais rappelez-vous, c'est notre vie, notre vitalité, et c'est pas notre mental qui a fabriqué ce corps. Et cette vitalité, on la ressent à travers les pulsions animales, etc. On la refoule dans les ténèbres du corps, et du coup, elle se manifeste par les ténèbres. Prenez un enfant, vous l'élevez dans une cave, j'ai déjà dit ça, et ben il ne vous récitera pas des poèmes de Shakespeare. Mais c'est exactement ce qui se passe en vous-même. En nous-mêmes, nous avons refoulé ces énergies, derrière lesquelles se trouvent nos hautes aspirations, notre mission divine sur cette terre, notre raison d'être ici. Qu'est-ce que nous devons réaliser? On le refoule parce que ça ne correspond jamais à ce que veut le mental. On les refoule à l'intérieur. Donc, ça va se manifester par des pulsions destructrices. Et alors, on va lutter perpétuellement contre ces défauts. On va se mettre en guerre contre la gourmandise, on va se mettre en guerre contre la violence, on va se mettre en guerre contre la luxure, on va se mettre en guerre contre tout ça en nous-mêmes. C'est complètement stérile, parce que derrière, il y a des appels de l'âme, des appels de cette lumière vive qui est en nous-mêmes, qui nous dit non, je ne suis pas que ça, j'ai autre chose à faire, on a quelque chose à réaliser. Donc on va chercher la qualité qui est cherchée derrière les défauts. Si on arrive à dissoudre le défaut en lui-même, c'est-à-dire le support sur lequel cette énergie s'est placée, parce qu'on en a empêché de briller, et qu'on commence à lui donner on fait tomber cette illusion. Pardon, moi je suis violent, c'est comme ça, c'est pas autrement, tiens, prends ça dans la tête. Non, peut être autre chose. Derrière cette violence, il y a un appel, un besoin de vous libérer des prisons. C'est pour ça que vous voulez tout casser de vous. Casser les limites, sortir de là. Donc apprenez la dissolution. Servez-vous de cette énergie, c'est une énergie divine. Elle va vous ouvrir toutes les portes dans la vie. Si vous faites tomber vos préjugés, vos peurs, vos pleurnicheries, vos machins, vos trucs, paf. Alors souvent vous avez cette puissance qui est en vous, au lieu de frapper les pauvres gens qui ne vous ont rien fait autour de vous. Vous voyez? Eh bien en faisant ça, vous allez ouvrir les portes du fer pour laisser monter cette lumière qui était enfermée, emprisonnée. C'est exactement ce qui se passe dans notre univers, c'est ce qui se passe dans notre monde actuellement. Notre société est en train d'exploser. Les énergies, le feu du fer est en train d'arriver. Alors les gens vont hurler, ah, c'est l'enfer, c'est l'apocalypse, c'est la malédiction. Mais il ne faut pas oublier que l'apocalypse, ça veut dire révélation. Et ceux qui ne respirent pas les fumées toxiques, qui ne paniquent pas, qui ne se leurrent pas aux illusions qu'il y a derrière, vont rechercher la racine de cette énergie, ils vont s'apercevoir que c'est une énergie divine. Ceux qui sauront lui donner la bonne direction, c'est-à-dire on fait en alchimie sublimée, se dire faire monter la lumière au-dessus du tombeau. Ceux-là vont pouvoir, par sublimation, faire monter cette lumière vers sa destination subtile, spirituelle, idéale, divine.
Parce qu'actuellement, l'esprit est en train de reprendre son pouvoir, hein, comme l'avait dit, je crois, c'est Malraux, il avait dit le 21e siècle, je crois, sera spirituel, ne le sera pas. Alors, si je dis une bêtise, je me trompe sur un seul truc, je vous en supplie, pardonnez-moi, j'ai pas tout là sous les yeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous arrivons bientôt dans ce qu'on appelle le futur âge d'or, hein, le premier chapitre, on va finir avec l'âge de fer pour démarrer dans l'âge d'or. Ce passage va se faire par l'ère du Verseau. Alors, c'est très intéressant de le savoir parce que l'ère du Verseau, nous étions encore dans l'ère du Poisson, d'ailleurs, qui avait été initiée avec la chrétienté, et les chrétiens étaient représentés par le poisson, pas par la croix au début. Hein. Et donc, maintenant que nous avons passé les 2000 ans, la Terre rentre dans l'axe, hein, sur la précession des équinoxes, la Terre rentre dans l'axe du Verseau, quitte l'ère du Poisson, et bien c'est le Verseau qui va nous faire rentrer dans l'âge d'or. Or, le Verseau, c'est intéressant parce qu'on voit justement un vieillard qui renverse de l'eau, même si c'est un signe d'air d'ailleurs, c'est un vieillard qui renverse de l'eau. Donc, c'est le renversement des valeurs. C'est ça qui va se passer. C'est le triangle pointe en bas. Le temps de l'élitisme, hein, de cette espèce de triangle pointe en haut, avec cette espèce d'ego qui tyrannise les autres, avec ce système pyramidal, est fini. Nous allons maintenant avoir une inversion de valeurs, c'est-à-dire c'est l'esprit qui va descendre pour animer la matière. On va se réconcilier un petit peu avec la matière et avec les autres qui sont autour de nous. Hein. Et alors, on va travailler plutôt pour des idées de fraternité. De toute façon, c'est ça les courants du Verseau. Hein. C'est seul, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera jamais tout seul. Est-ce qu'on fait tous un? Alors, on a beau être une vaguelette en se disant, ça y est, je suis la vaguelette la plus haute des autres. J'ai gagné. Et oui, mais elle va retomber la vaguelette. Hein. Et si en dessous, ça va pas, hein. Si l'eau en dessous, elle est complètement polluée, si l'eau est en train de se détruire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une petite vaguelette, vous dire, ça y est, j'ai réussi, je suis au-dessus de la masse, je suis sauvé. C'était comme ça avant la spiritualité. Chacun voulait sauver son âme, et puis une fois qu'on arrive en haut, ou alors comme chez les orientaux, on sort de la roue des réincarnations, on est libéré de samsara, et les mecs, ils arrivent en haut dans le ciel, et hop, ciao, en bas, toute la vallée de larmes, tous les gens qui crient en bas, ciao, moi je me casse, je suis libéré, et c'est fini. Ce temps-là est terminé, ça aussi, c'est une illusion qu'il va falloir faire tomber chez les spiritualistes. Maintenant, l'ère du Verseau, c'est l'esprit qui va descendre dans la matière. Or, il l'avait déjà fait, nous l'avions fait inconsciemment, hein, quand nous sommes incarnés, pour descendre. Mais bon, maintenant, cela va vraiment se faire, en effet. On va arrêter d'une part de supporter l'idéologie de l'ego, qui était là pour cristalliser notre mental. Nous allons dissoudre cette cristallisation de la conscience. Donc, il y a une remontée qui se fait très étonnamment, parce que quand il y a quelque chose qui descend, quelque chose va monter. Nous allons dissoudre cette cristallisation. Nous allons voir que nous sommes bien autre chose que cette matière, cette limitation de ces choses. Et nous allons en même temps commencer à nous ouvrir aux autres. Et quitter cette espèce de monde individualiste, forcené, qui ne correspond absolument pas à la vérité. Alors moi, je me réjouis, hein, parce que autant la fumée toxique règne sur toute la Terre en ce moment, affre de la dissolution, etc. Et moi, derrière cette dissolution, eh bien, je me réjouis parce que je sais qu'il y a déjà cette lumière et je la vois qui est en train de multiplier partout. C'est ainsi qu'on va pouvoir quand même passer de cette, je dirais quelque part, de cette spiritualité, en tout cas de cette alchimie individuelle à l'alchimie collective. Comment cette lumière va pouvoir monter au-dessus des tombeaux et se manifester dans notre société. Parce que vous comprenez bien, tant que les gens respireront les fumées toxiques, ils s'accrocheront au passé, en réaction. Oui, le montant, les valeurs, la famille, la patrie, tous ces trucs-là, ces vieilles valeurs, que sont-elles devenues? On va s'accrocher dessus. Mais comme le courant est en train de passer, si vous opposez à un courant cosmique, vous ne pourrez pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des fractures. C'est là, on vous parle de la fin du monde, avec tous les films qui nous montrent des météorites qui tombent, des tremblements de terre, des tsunamis, etc., etc. Ça peut tout à fait se passer, ou même des guerres. Hein. Ça peut arriver. Tout dépend de l'état de la conscience, de l'inconscient collectif et de la conscience collective. Tant que la conscience collective se cristallisera sur des valeurs du passé, il faut savoir que le monde est en perpétuelle évolution, la vie est évoluée, et la vie est une évolution constante.
Et tant qu'on se figera sur la cristallisation, comme le mental qui s'imaginait que vivre, se perdurer, rester toujours le même, tant qu'on s'accrochera à ça, alors évidemment, les fractures vont être de plus en plus violentes. C'est là le but de l'alchimiste qui va travailler en lui-même pour fluidifier sa conscience. Alors, c'est pas facile non plus parce qu'il faut mourir à ses propres préjugés, à sa propre sécurité, à sa propre manière de croire qu'on est comme ça. Accepter l'inconnu, cette espèce d'onde qui coule, qui n'a rien à voir avec notre mental, qui lui est basé sur le fait qu'il est borné, limité, et c'est ça qui fait que son existence, ses limites, dans le temps et dans l'espace, et que là, on lui dit, ben non, c'est une onde qui est infinie, qui coule sans fin. C'est pas possible. Ben, si vous acceptez à le faire venir en vous, évidemment, vous détruirez pas le mental, hein, vous l'apprendrez simplement à l'assouplir, en le dissolvant régulièrement, en réitérant la dissolution. Vous verrez que ça sera de plus en plus fluide. Et plus ça sera fluide en vous-même, plus vous allez commencer à être contagieux à ce qui est autour de vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je crois que c'est Pâques, hein, chez les orthodoxes. Alors là aussi, corrigez-moi si je me trompe, voilà. En tout cas, il y a un rite qui est très intéressant, c'est qu'ils se retrouvent tous dans une église où il fait noir, hein. Tous viennent avec une bougie éteinte. Il y en a un qui allume une bougie. Le premier allume la bougie, puis la passe à droite, à gauche. L'autre qui est à droite, à gauche, la passe à droite, à gauche. En quelques minutes, tout s'illumine. C'est exactement ce qui va se passer, nous, dans cette transmutation, ce rapport entre le travail intérieur individuel de notre microcosme et qui va justement travailler sur toute la conscience collective. Et plus on va travailler nous-mêmes à la fin, plus on va pouvoir éclairer les lampes qui est autour de nous, pas toujours consciemment, c'est une histoire d'énergie, de rayonnement. Parce que dans le monde invisible, c'est pas une histoire de mental, etc. C'est pas toujours ce que vous allez dire ou pas, mais ce rayonnement va faire tache d'huile. Et petit à petit, plus vous allez avoir des consciences qui vont s'ouvrir, plus la pièce va s'illuminer, c'est-à-dire plus la conscience collective va se nettoyer de toutes ces ombres, de ces fumées toxiques, et les lumières vont commencer à monter au-dessus du tombeau, vont commencer à se manifester dans la conscience. Plus les consciences vont s'ouvrir, plus l'inconscient collectif va se nettoyer, va se purifier, va s'éclairer, et plus les gens seront prêts de manière à faire que justement ce mouvement du Verseau, d'ailleurs, de l'ère du Verseau, l'image est bien donnée parce que le signe du Verseau, c'est justement des ondes. Les ondes vont pouvoir passer sans fracture, puisqu'il y a moins de cristallisation. Plus ces gens auront fait ce travail en eux-mêmes, plus ça se partagera, plus ça se... Parce que vous savez, il n'y a pas que le mal, il n'y a pas que la maladie qui est contagieuse. Le bien aussi, la lumière aussi peut être contagieuse. Plus on va faire ça, plus qu'est-ce qu'on va faire? On va faire basculer dans la conscience le plateau de la lumière, et plus on va faire diminuer ce qu'on appelle les événements traumatiques. Moins il y aura d'événements violents, moins il y aura de misère, de guerre, de machin, pour faire venir. De toute façon, d'une manière comme d'une autre, de toute façon, l'ère du Verseau va venir. L'âge d'or viendra, de gré ou de force. Donc ça sera soit comme l'Atlantide, on va se prendre une baffe dans la tronche et ça ne sera plus rien du tout, soit ça va se faire d'une manière beaucoup plus fluide, quand les consciences auront elles-mêmes accepté de changer. Alors il n'y aura pas besoin les courants vont passer de manière fluide. Tout est une histoire de balance. Et en ce moment, il se livre comme une guerre dans le monde invisible, entre les forces du ténèbres, les forces réactionnaires de l'ego, les valeurs de cristallisation de l'ego, qui sont là d'un côté, les valeurs, et quand je dis progressistes, vraiment progressistes de la lumière, pas le n'importe quoi révolutionnaire, on fait n'importe quoi, non, les valeurs de la lumière qui vont être là. Plus les gens vont se travailler vers la lumière, pour la faire venir en eux-mêmes, plus elle va se multiplier. Et plus le plateau de la balance va passer comme ça. Et ainsi, l'âge d'or, en tout cas par le biais de l'ère du Verseau, va se passer d'une manière extrêmement fluide. Ça sera des connaissances qui vont se partager de plus en plus, des consciences qui vont s'ouvrir, des actes collectifs de fraternité, d'ouverture, des actes, etc. À un moment donné, même les dirigeants les plus menteurs, retors qu'ils puissent avoir, vont se sentir extrêmement seuls. Pour vous dire, moi souvent on me parle de tel politicien, de ces gens, on dit regardez, que ce soit aux États-Unis, soit en Chine, soit en France, soit n'importe où, regardez comment ils agissent. Moi je regarde les dessous des cartes, je suis pas idiot, je vois bien comment certaines personnes, et surtout multinationales, s'amusent à jouer sur des échiquiers mondiaux comme ça, au mépris de la moindre humanité, au mépris de toutes les vies. Donc, je dis, mais vous savez quoi, ces gens-là, moi, quand je les regarde, même quand je les regarde parler,
je vois des fantômes. Ils existent déjà plus. Ils sont déjà plus là. Ils sont déjà plus là. Vous acceptez à vous ouvrir à ce qui va venir, l'âge d'or, réellement. Ce temps-là a changé. C'est déjà le passé. Alors, si vous voulez vous accrocher aux valeurs du passé, accrochez-vous. Mais le passé est fini, donc vous allez mourir avec. Ça, c'est sûr. Non, c'est déjà des fantômes. Alors, évidemment, les derniers sursauts de la bête sont toujours les plus violents. Alors, évidemment, côté répression, machin, violence. On revient à tour de bras, mais c'est les derniers sursauts de la bête. Pour dire, moi, ils sont déjà plus vivants. Ces gens n'existent plus. C'est des fantômes, moi, je le vois vraiment énergétiquement. C'est très étonnant. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Moi, je pense qu'il faut commencer à travailler sur ces petites lumières qui remontent à la surface, arrêter de respirer ces courants d'idées de panique, ça sert absolument à rien, et puis entrer dans la grande histoire de l'art des transmutations cosmiques, le cosmos entier. N'oublions pas l'alchimie, c'est la science de la nature. Le cosmos entier évolue. Il évolue. Et comme ça. Et qu'est-ce qui fait évoluer? Qu'est-ce que c'est la base de l'évolution? Les transmutations. Qu'est-ce qu'à la base des transmutations? Les dissolutions. Tu veux arriver vers l'avenir? Meurs à ton passé. Tu veux changer de maison? Tu es dans une maison, tu veux aller dans une plus belle maison? Tu es obligé de quitter cette maison, de partir. Il faut arrêter avec la nostalgie, s'accrocher à ta vieille époque en disant qu'il faut habiter dans une plus belle maison. C'est le problème. Hein. Les gens sont comme ça. Il faut arrêter. Cette cahute est en train de se détruire, mais tant mieux, tant mieux. Allez, on s'en va et on regarde droit devant. Et c'est ça. Maintenant, il ne faut plus avoir peur de s'ouvrir à ces trucs. Voilà. Donc, c'est ça que je trouve bien parce que l'alchimie, plus que jamais, trouve sa place maintenant dans cette fin d'âge de fer, dans cet âge de dissolution. Justement, l'art alchimique paraît excellent, l'art des transmutations est basé sur la dissolution. Et tout le secret de l'alchimie, c'est justement la maîtrise de la dissolution. Donc, plutôt que d'essayer de sauvegarder coûte que coûte d'anciennes structures, des machins, des valeurs qui avant marchaient bien, avec des religions en place, des églises, des dogmes, des machins, des trucs, plutôt que d'essayer coûte que coûte, non, lâchez ça. Ouvrez-vous vers de nouveaux courants qui arrivent maintenant. Et ces courants, ils sont universels, ils nous viennent du cosmos, ils ne viennent plus de Pierre, Henri, Tartampion, etc. Il ne vient plus de telle structure liée à tel pouvoir, avec tel dictateur, avec tel machin. C'est plus ça maintenant, c'est le courant cosmique qui va arriver. Et là, ça ne va pas être de l'idéologie, ça va venir dans la matière. Non pas que le verso descend dans la matière. L'esprit descend dans la matière. Là aussi, le temps des spiritualistes ou des idéalistes, j'aurais aimé, je voudrais, j'aimerais un monde meilleur, qui se comporte complètement à l'inverse, est fini. Le temps des dictateurs qui nous proposaient des sociétés idéales avec des grands idéaux humanistes et qui après se comportaient comme d'horribles dictateurs qui déportaient des milliers de gens pour les tuer au nom de soi-disant d'un idéal, c'est fini ce temps-là. Maintenant, les idées vont descendre dans la matière. Si les idées sont nobles, les actes devront être nobles. On ne parlera plus d'amour, on ne donnera plus la mort au nom de l'amour. Ça sera fini, ça. Il va falloir que l'esprit descende dans la matière. Mais aussi, les idéalistes, les philosophes de tout poil vont devoir prouver dans leurs actes. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, les masques tombent. Et c'est ça qui est bien dans ces dissolutions. Les masques tombent. On voit derrière tous ces grands idéaux, ces grands machins, des trucs qu'on nous présentait avant, pour nous faire mâcher comme des moutons, se cache la philosophie de l'ego. Quand les masques tombent, on voit ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que les choses se corrompent de plus en plus, pour qu'on voit d'une manière exacerbée ce qui avant était caché, un peu subtil, toujours des belles valeurs comme ça. Puis il y avait bien des trucs un peu, c'est-à-dire tous ensemble contre tel autre ensemble, par exemple, tous unis contre. Vous voyez, ça on va voir les masques qui vont tomber, on va voir ce qu'il y a derrière. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que ça va nous ouvrir à quelque chose de plus authentique, de plus véritable. Mais c'est vrai qu'on vit une époque formidable. Je l'ai déjà dit souvent dans les émissions. On a la chance, comme vous, chers auditeurs, et Pascal, et toutes les personnes qu'on interviewe sur la chaîne, de pouvoir, disons, vivre ça, en tout cas de s'en rendre compte, parce qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, justement, encore. Donc voilà, chacun a son travail, chacun va à la vitesse qu'il peut aussi. Mais je pense qu'avec ce qui vient d'être dit, c'est important de pouvoir se dire, respirons. D'ailleurs, paraît-il qu'on dit que chaque fois qu'on respire, on recrée le monde. Donc, je pense qu'il est important d'observer ce qu'il se passe
de faire rentrer la paix en nous. C'est pas des grandes paroles d'évangile, c'est simplement des constatations. Et c'est vrai que plutôt que de se prendre la vague, bah, surfons dessus, quoi. C'est, j'ai envie de dire, plutôt. Exactement, c'est ça. En fait, la vague, de toute façon, elle est là. Hein. Les courants sont lâchés, les courants cosmiques sont là. Et d'ailleurs, je tiens à préciser en tant que thérapeute, je suis aussi magnétiseur, je veux oublier de le dire. Donc, je donne des soins en magnétisme. J'ai de plus en plus de patients qui viennent, qui ont des nouvelles facultés qui arrivent. Et en ce moment, les facultés se développent. Alors, ça vous arrive sûrement parmi vous, les internautes. Vous allez avoir de plus en plus des facultés spirituelles qui arrivent. Alors, ces facultés, si vous vous opposez à ces courants-là, vont se manifester en maladie et en catastrophe. Des fois, c'est aussi les maladies catastrophes qui arrivent, c'est justement pour vous ouvrir cette conscience et vous ouvrir à ces nouvelles facultés. En tout cas, en haut, ils ont ouvert les vannes. On a besoin de plus en plus de monde pour faire changer les consciences. Et donc, ils ont vraiment ouvert les vannes en haut. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de facultés qui arrivent, de médiumnité, de magnétisme, de clairaudience, de choses comme ça. J'en vois, mais c'est extraordinaire. Le nombre croissant. Je n'ai pratiquement plus que ça maintenant dans les patients. Je n'ai plus que des personnes qui ont de plus en plus de facultés, qui sont un peu déroutées, hein, parce que des fois, voilà, vous venez clairvoyant d'un moment à un autre, et vous commencez à voir les pensées des autres, vous avez plein de tordus autour de vous, et vous avez plein de choses agréables. Mais là, justement, ce que je fais, c'est de leur dire, c'est pas la peine de vous opposer à ça. Au contraire, surfez sur la vague, apprenez à utiliser, prenez le taureau par les cornes, acceptez ce que vous êtes. En tout cas, actuellement, les facultés sont ouvertes. Ils ont ouvert les vannes et ils ont besoin de monde, en fait, hein, qui s'ouvrent et qui puissent travailler pour aider l'humanité, soit à travers des soins, soit à travers des conseils, soit en étant inspiré, soit en étant artiste, d'une manière ou d'une autre. Les vannes sont ouvertes et croyez-moi, c'est un temps unique. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes passaient des vies entières à développer telle faculté sans toujours beaucoup de succès, des fois, hein, avec beaucoup de vie pour arriver à obtenir un peu de ceci, cela. Maintenant, ça arrive en quelques années, en quelques jours. En quelques jours, moi, je vois des bascules qui se font, c'est incroyable. Donc, c'est une période formidable. Il y a une vraie reconnexion, je pense, justement, avec cette petite particule divine qu'on a en nous. En tout cas, ce vrai soi. Hein, si vous avez des personnes qui vous demandent encore qu'est-ce que vous faites dans la vie, ben vous dites, je fais de mon mieux, et non pas ce que je suis, soi-disant, en informatique, en professeur, en policier. Non, tout ça c'est fini. Soyez vous-même, n'ayez plus peur de oui, quoi que ce soit. Voilà. N'ayez pas peur des facultés qui arrivent en vous-même. Alors, des fois, elles peuvent se passer à travers des choses déstructurantes. Hein. Ne vous accrochez pas à votre situation actuelle. Des fois, il peut se passer qu'il y a des choses qui sont déstructurantes parce que justement, vos anciennes facultés ou machin que vous avez, vos acquis, s'opposent, bloquent, hein, ces nouvelles facultés qui viennent. Donc, quand vous avez des choses un peu déstructurantes, ça se passe mal dans votre vie, votre couple, machin, les trucs, voilà, extérieurement, ne vous affolez pas. Commencez à vous centrer, essayez de ressentir quelles nouvelles énergies arrivent en vous-même et observez-vous quelles nouvelles facultés commencent à arriver. Si vous faites attention, vous verrez que c'est bien. Si vous finissez de faire un peu le ménage avec des vieux conflits du passé, des conflits, je dirais, ou des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, parce que le passé est fait pour passer, justement, pas pour rester. Alors, commencez à vous ouvrir à l'avenir, vous verrez les nouvelles facultés que vous aurez, vous serez étonné. Et puis c'est bien connu, la guérison passe toujours par des symptômes, donc il ne faut pas avoir peur, il faut se dire que c'est juste un passage vers quelque chose de mieux, comme tu dis, Pascal. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet exposé très clair, encore une fois. Hein. D'ailleurs, je remercie pour les personnes qui découvrent encore Pascal Bouchet dans les commentaires, là, tout récemment, d'une grande clarté. Voilà, c'est ce qui a été écrit, en tout cas, en dessous de tes vidéos. Grand merci à toi, Pascal. Tu es de toute façon toujours le bienvenu sur les Sentiers du Réel. Alors, tu as un site aussi également. Hein. Est-ce que tu peux peut-être rappeler l'adresse, éventuellement ? Alors, pour le moment, j'ai un site qui s'appelle www.alchimie.net, alors A-L-K-I-M-I-E, hein, .net. Je donne des formations donc sur Aix-en-Provence, sur Lyon et sur Paris actuellement. Et j'irai peut-être ailleurs, d'ailleurs, s'il y a des demandes ailleurs. Des formations sur l'ésotérisme alchimique. Hein, on va vraiment travailler dans le grand œuvre précisément avec toutes les étapes et de correspondance en voie interne, je précise bien en voie interne, en voie externe. Nous allons voir toutes les étapes du grand œuvre. Nous allons aborder en détail ce qu'on vient de voir aujourd'hui, excusez-moi.
Et voilà, je suis aussi magnétiseur, je donne des soins de magnétisme chamanique, parce que le chamanisme est mon autre passion. D'ailleurs, j'ai fait une conférence avec toi sur l'alchimie et le chamanisme pour montrer le point commun des protocoles, en considérant que l'alchimie était la science de la nature et non invention humaine. Voilà, et je suis donc magnétiseur, je donne des soins dans les lieux où je me déplace, à savoir Aix-en-Provence, Lyon quand j'y suis et Paris quand je vais sur place. Voilà, prochainement d'ailleurs, je vais à Paris faire continuer les modules de formation sur l'ésotérisme alchimique à raison d'une journée de formation par mois. Il y a 9 jours, 7 modules sur 9 jours. Voilà, donc je serai en plus à Paris là. Ce week-end, je suis à Lyon et le week-end d'après, je serai à Paris, début décembre. C'est une formation qui s'étale jusqu'en mai. Alors, les modules sont évolutifs. Cela dit, si on a raté d'autres modules avant, c'est pas grave, on peut les prendre en route. J'ai fait en sorte que malgré qu'il y ait une formation évolutive sur toute une formation sur 9 jours, étalée dans l'année scolaire, que quand même chaque module puisse être abordé indépendamment. Voilà, donc, vous pouvez me contacter donc à partir de www.alchimie.net, alkimie.net surtout. Et voilà, vous pouvez me contacter, vous avez une boîte mail et voilà. Sinon c'est pascal.boucher7@gmail.com. pascal.boucher7 chiffre 7@gmail.com. Voilà pour toute question. En tout cas, merci beaucoup, Alexis, pour cette interview. Je suis toujours heureux de faire des conférences avec toi. C'est un vrai plaisir. Et les auditeurs sont tout oui en général aussi. Il y a un très très bon accueil. D'ailleurs, encore une fois, je les remercie. C'est vrai que comment ne pas pouvoir écouter chaque mot, chaque son aussi, parce que tu as une voix particulière quand même enfin moi en tout cas, qui m'hypnotise dans le bon sens. En tout cas, il va falloir la guérir bientôt, parce que... Oui, je sors d'une grippe là, bah oui, voilà. Bah oui, bon, ça arrive. C'est le passage vers un mieux, encore une fois, de toute façon. Oui, les symptômes, n'en ayez pas peur, aucun jugement, aucun jugement de soi, aucune culpabilité. Balayons le passé, voyons vers l'avenir. En tout cas, l'avenir est juste à notre porte. C'est en tout cas, c'est si on le décide, si on le veut bien. Voilà, moi en tout cas, je vous remercie tous et toutes d'avoir écouté cette conférence jusqu'au bout. Elle n'était pas très longue en soi. De toute façon, ça passe toujours très très vite avec Pascal. Voilà, donc moi je vous souhaite de toute façon une très très bonne semaine. Un très bon retour sur la chaîne. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, parlez autour de vous des sentiers du réel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. À tout bientôt, Pascal. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir.